Chapitre 1. La vie parfaite s'est effondrée. Mitchell Becca avait bâti sa vie comme une forteresse, méthodique, calculée et impénétrable. À 45 ans, il possédait 3 concessions automobiles prospères à travers l'État, preuve de son sens des affaires impitoyable, affiné pendant ses 8 années comme officier du renseignement du corps des marines. Sa femme, Jennifer Weeks, avait été son amour de jeunesse, et Tyler Lawson, son fils adoptif, avait maintenant 18 ans et se préparait à entrer à l'université. La maison de banlieue de Millbrook Hills reflétait la réussite de Mitchell, des pelouses impeccables, un garage pour 3 voitures et des caméras de sécurité qu'il avait installées lui-même. Les vieilles habitudes de l'armée ne s'éteignaient jamais. La confiance se gagnait, ne se donnait jamais gratuitement, et une vérification était toujours nécessaire. Ce samedi matin-là, Jennifer prétendait rendre visite à sa sœur Monica Dickinson en ville. Tyler était parti tôt pour son travail à temps partiel au magasin d'électronique. Mitchell décida de s'attaquer au grand ménage de printemps dont Jennifer le harcelait depuis des semaines. La chambre de Tyler était un véritable champ de bataille, un chaos adolescent. Alors que Mitchell déplaçait le lit pour passer l'aspirateur en dessous, son pied heurta quelque chose de solide. Cachée en dessous se trouvait une boîte métallique verrouillée, de type Militarira, du genre utilisé pour conserver des documents sensibles. L'instinct de Mitchell, aiguisé par des années de travail de renseignement, se réveilla aussitôt. La boîte était trop lourde pour les documents. Ses talents de crocheteur, rouillés mais fonctionnels, lui permirent de démanteler le mécanisme. À l'intérieur se trouvaient des piles bien rangées de billets de $100, facilement $15 000, ainsi qu'un simple téléphone à clapet et un petit carnet rempli de dates, d'heures et d'abréviations énigmatiques. Le sang de Mitchell se glaça en reconnaissant certains lieux, des parkings près de ses concessions, des restaurants où il tenait fréquemment des réunions d'affaires. Le journal des appels indiquait des dizaines d'appels sortant vers le même numéro au cours des 6 derniers mois. Alors que Mitchell examinait l'appareil, il sonna soudain. L'identifiant de l'appelant indiquait seulement BH. Contre toute attente, Mitchell répondit, « Tyler ?» Une voix grave demanda, « La livraison est prête. » Adresse habituelle. Minuit. Mitchell resta silencieux, son entraînement militaire prenant le dessus. Ne jamais révéler d'informations sauf en cas d'absolue nécessité. Tyler, tu es là. N'oublie pas que la part de ta mère dépend du bon déroulement de tout ça. Brian s'impatiente à cause du calendrier. La ligne fut coupée. Mitchell fixa le téléphone. Les pièces d'un puzzle terrifiant commençaient à se former. Brian. Il avait entendu Jennifer parler d'un certain Brian de son cours de yoga. L'argent. Le secret des appels téléphoniques. L'emploi du temps coordonné. Des pas résonnèrent dans le couloir. Mitchell remit rapidement tout dans la boîte et la glissa sous le lit, mais garda le téléphone. Alors qu'il se levait, Tyler apparut dans l'embrasure de la porte, le visage pâle. « Papa, je croyais que tu étais au bureau. » Changement de programme, répondit Mitchell d'un ton neutre, observant l'attitude nerveuse de son fils adoptif. Comment s'est passé le travail? Bien, ennuyeux, tu sais. Le regard de Tyler se porta sur le lit, puis revint à Mitchell. Maman n'est pas encore rentrée. Toujours chez tante Monica. Mitchell vit le soulagement de Tyler se lire sur son visage. Fils, as-tu quelque chose à me dire? L'espace d'un instant, Tyler perdit contenance. Sa bouche s'ouvrit comme pour parler, puis se referma. Non, papa. Rien d'important. Mitchell hocha lentement la tête. Lors de ses interrogatoires, on lui avait appris que les mensonges les plus dangereux étaient enveloppés d'un fond de vérité. Son propre fils, celui qu'il avait élevé, appris à conduire, aidé à faire ses devoirs, lui mentait en face. Alors que Tyler se retirait dans sa chambre, Mitchell l'entendit passer un coup de fil à voix basse. Les mots étaient étouffés, mais la panique dans sa voix était indéniable. Ce soir-là, Jennifer rentra à la maison avec des sacs de courses et un sourire éclatant qui semblait désormais forcé. Elle raconta sa journée avec Monica, décrivant un déjeuner dans un restaurant dont Mitchell savait pertinemment qu'il était fermé pour rénovation toute la semaine. Alors qu'ils s'attablent pour dîner, Mitchell observa sa famille avec un regard neuf. Le rire nerveux de Jennifer à ses blagues. L'incapacité de Tyler à soutenir son regard. Leurs rapides échanges de regards quand il pensait qu'il ne regardait pas 22 ans de mariage, 18 ans de paternité. Sur quoi tout cela reposait-il? Plus tard dans la nuit, tandis que Jennifer dormait à ses côtés,
Mitchell restait éveillé, à planifier. Chez les Marines, on lui avait appris que les opérations les plus efficaces commençaient par une collecte de renseignements exhaustive. Il lui restait 11 heures avant cette réunion de minuit. 11 heures pour comprendre l'ampleur de cette trahison. Le téléphone jetable reposait dans le tiroir de sa table de nuit comme une arme chargée. Demain, Mitchell Baker se lancerait dans la quête de la vérité. Et si ses soupçons s'avéraient fondés, il serait impitoyable envers ceux qui avaient osé le trahir. Chapitre 2. L'heure de vérité. Mitchell passa le dimanche matin à jouer le rôle du mari de banlieue idéal. Il prépara des crêpes, discuta des projets universitaires de Tyler et écouta l'histoire animée de Jennifer sur le nouveau petit ami de Monica. Chaque mot lui sembla acide dans la gorge, mais son visage resta impassible. À 23h30, Mitchell s'installa dans son bureau avec une vue dégagée sur l'allée. Le téléphone jetable était posé sur son bureau, un compte à rebours numérique avant la trahison. À 11h45, Tyler descendit discrètement, clé de voiture en main. Mitchell attendit 5 minutes avant de le suivre dans son autre véhicule, une compétence acquise lors d'opérations de surveillance à Fallujah. Tyler se rendit à Riverside Park, un endroit isolé près de l'ancien quartier industriel. Caché derrière un bosquet d'arbres, Mitchell observa à la jumelle la rencontre de son fils avec un homme grand et large d'épaules, la quarantaine. Brian Hagen était exactement ce que Mitchell attendait, sûr de lui, prédateur, avec le genre d'assurance qui attirait les ménagères qui s'ennuient. L'échange fut bref. Tyler lui tendit une enveloppe en papier craft. Brian lui tendit une épaisse liasse de billets. Mais ce fut la troisième silhouette surgissant de l'ombre qui fit s'arrêter le cœur de Mitchell. Jennifer s'avança dans la lumière de la lune, serrant Brian par la taille tandis qu'ils s'embrassaient avec une familiarité évidente. Elle rit à un murmure de Brian. Le même rire qui avait charmé Mitchell 22 ans plus tôt. Tyler se tenait maladroitement à proximité, consultant son téléphone. La réunion de famille dura 10 minutes avant qu'ils ne se séparent. Brian et Jennifer se dirigeaient vers un motel en périphérie. Tyler rentrait chez lui. Mitchell était arrivé avant Tyler de quelques minutes. Il s'installait dans son bureau, lumières éteintes, quand Tyler s'y glissa. Mitchell attendait. Soirée réussie, demanda Mitchell en allumant la lampe de bureau. Tyler sursauta et laissa tomber ses clés. Papa, tu m'as fait peur. Je prenais juste l'air. Mitchell se leva lentement, sa silhouette imposante remplissant l'embrasure de la porte. C'est intéressant, car il y a 30 minutes, tu recevais de l'argent d'un certain Brian Hagen. Le visage de Tyler se vida. Je ne sais pas quoi. Assieds-toi. La voix de Mitchell exprimait l'autorité qui avait autrefois ordonné aux Marines de partir au combat. Tyler s'effondra sur la chaise la plus proche. Depuis combien de temps, demanda simplement Mitchell. Les mains de Tyler tremblaient, le regard fixé au sol. Papa, je peux t'expliquer. Depuis combien de temps? 6 mois, chuchota Tyler. Peut-être 7. Et qu'as-tu livré exactement à Brian Hagen depuis 6 mois? Des informations? Les mots sortaient comme une voix rauque, à propos de tes réunions d'affaires, de tes emplois du temps, de tes visites chez tel concessionnaire, parfois. Parfois aussi, à propos de tes affaires personnelles. Mitchell sentit une sensation de froid et de certitude s'installer dans sa poitrine. Quel genre d'affaires personnelles? Des relevés bancaires que tu avais laissés dans ton bureau. Des mots de passe que tu avais notés. La combinaison de ton coffre-fort. Tyler releva enfin les yeux, les larmes aux yeux. Papa, je n'avais jamais voulu que ça aille aussi loin. Il disait que c'était juste eux, maman et Brian. Il disait qu'ils avaient besoin de savoir ces choses pour planifier. Planifier quoi? Le silence de Tyler s'éternisa jusqu'à ce que Mitchell s'approche. Le garçon qui avait été sa fierté et sa joie recula. Tyler, planifier quoi? Ton accident? Chuchota Tyler. Les mots flottèrent dans l'air comme un gaz toxique. Mitchell sentit son monde basculer. Pas juste une liaison, pas juste un vol, un meurtre. Explique-moi. Il planifie ça depuis des mois. Brian connaît des gens dangereux. Ils vont faire passer ça pour un carjacking qui a mal tourné. Demain soir, quand tu quitteras la concession du centre-ville, ils sauront que tu reprendras toujours le même chemin pour rentrer. Mitchell réfléchit à toutes les implications, les polices d'assurance vie que Jennifer l'avait encouragé à augmenter l'année dernière,
la façon dont elle l'avait poussé à mettre à jour son testament, l'intérêt soudain pour ses horaires professionnels, et après mon accident, maman hérite de tout. Elle et Brian prévoient de vendre les concessions et de déménager au Costa Rica. Ils ont déjà choisi une maison. Et toi, Tyler, tu levas les yeux avec un espoir désespéré. Je pensais que nous pourrions peut-être y aller tous ensemble, comme une famille. La naïveté était presque touchante. Presque. Tu pensais vraiment, dit doucement Mitchell, qu'après m'avoir tué, il te garderait comme témoin? Le visage de Tyler devint blanc lorsqu'il comprit. Il ne le ferait pas. Mon fils, tu as travaillé pour des gens qui prévoyaient d'assassiner ton père. À combien pensais-tu exactement ton espérance de vie après ma disparition? Pour la première fois, Tyler sembla saisir l'ampleur de sa situation. Papa, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je vais t'aider à les arrêter. Je dirai tout à la police. Mitchell observa le jeune homme qu'il avait appelé « Papa » pendant 18 ans. Le garçon à qui il avait appris à faire du vélo, l'avait aidé à faire ses devoirs d'algèbre, qu'il encourageait au match de baseball. Le même garçon qui venait d'avouer avoir participé à la planification de son meurtre. Tyler, dit Mitchell doucement. Il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Mais papa, tu as fait ton choix il y a 6 mois. Chaque réunion, chaque information, chaque dollar que tu as pris. Tu les as choisis plutôt que moi. Mitchell s'approcha de la fenêtre, contemplant le paradis suburbain bâti sur des mensonges. Maintenant, tu vas vivre avec ce choix. Que vas-tu faire? Mitchell se retourna pour faire face à son fils et Tyler se détourna de la froideur calculatrice dans son regard. Je vais leur donner exactement ce qu'ils veulent, avec quelques modifications de ma part. Je ne comprends pas. Tu comprendras. Mitchell se dirigea vers la porte, puis marqua une pause. Tyler, fais tes bagages. Tu ne vivras plus ici très longtemps. Alors que Mitchell montait l'escalier menant à la chambre où dormait sa femme, son esprit réfléchissait déjà aux exigences tactiques. Jennifer et Brian voulaient sa mort pour le lendemain soir. Leurs vœux seraient exaucés, en quelque sorte. Mais d'abord, Mitchell Becca allait leur montrer ce qui se passe quand on tente de tuer un homme entraîné à la guerre psychologique. Le jeu avait commencé, et Mitchell comptait bien gagner. Chapitre 3. Le chasseur devient la proie. Mitchell se réveilla avant l'aube, Jennifer dormant encore paisiblement à ses côtés. En regardant son visage, le même qu'il avait embrassé le jour de leur mariage, il ne ressentit qu'une froide détermination. Elle remua lorsqu'il se leva, lui adressant un sourire endormi qui avait autrefois tout signifié pour lui. « Rendez-vous matinal » demanda-t-elle. « Quelque chose comme ça. » Mitchell se pencha et l'embrassa sur le front, un geste d'adieu qu'elle ne comprit pas. « Je travaillerai tard ce soir. »« Ne te réveille pas. » À 6 heures du matin, Mitchell était dans son bureau et appelait Phil West, son ancien camarade de marine, qui dirigeait désormais une société de sécurité privée en ville. Phil devait plusieurs services à Mitchell depuis leur séjour à Fallujah. « Mitch, bon sang, il est tôt. Où est la situation? J'ai besoin d'un refuge, d'un équipement de communication intraçable et d'un service que je ne peux pas expliquer au téléphone. » La voix de Phil s'est immédiatement aigrie. « À quel point? Des familles compromises. Je dois disparaître quelques jours. N'en dis pas plus. J'ai un chalet dans le nord de l'État, isolé du réseau, entièrement équipé. Je t'enverrai les coordonnées par SMS. Phil, ça reste entre nous. Si quelqu'un vient me demander des nouvelles, force de l'ordre, détective privé, n'importe qui, tu n'as jamais eu de mes nouvelles. Bien reçu, Mitch. Fais gaffe. L'appel suivant de Mitchell fut pour Annette Hunter, son avocate et ancienne compagne d'avant Jennifer. Annette ne s'était jamais mariée, se concentrant plutôt sur la construction. L'un des cabinets d'avocats les plus redoutés de l'État. Mitchell, c'est inattendu. Annette, j'ai besoin d'un avis juridique confidentiel. Si quelqu'un préparait mon meurtre, quel serait le moyen le plus efficace de protéger mes biens et de garantir que les coupables ne reçoivent rien? Un long silence. Seigneur. Mitchell, tu es sérieux? Sérieux. Mon bureau. 1 heure. Venez seul et utilisez l'entrée arrière. Mitchell passa les 30 minutes suivantes à transférer des fonds de compte joints vers ses comptes personnels, à changer de mot de passe et à accéder à son coffre-fort. Le Glock 19 lui semblait familier entre les mains.
Un vieil ami des jours sombres. Au bureau d'Annette, il exposa la situation avec une précision militaire. Son visage pâlit progressivement tandis qu'il détaillait les aveux de Tyler et l'accident prévu. Nous devons contacter la police immédiatement, dit-elle. Non, la voix de Mitchell était de marbre. Les aveux de Tyler ne vaudraient rien. Il est mineur, et son témoignage seul ne suffirait pas à le condamner. Il serait arrêté, libéré sous caution et disparaîtrait avant le procès. Jennifer est au courant des comptes offshore que j'ai ouverts pour ma retraite. Elle pourrait avoir accès à suffisamment d'argent pour disparaître. Alors que proposez-vous? Je vais leur laisser croire qu'ils ont réussi. Annette se renversa dans son fauteuil. Expliquez-moi ce soir. Mitchell Becca meurt dans ce qui semble être un carjacking qui a mal tourné. Mon camion sera retrouvé incendié dans la zone industrielle. Des traces de sang suggéreront que j'ai été tué et que mon corps a été jeté ailleurs. Et en réalité, je les traquerai. Le sourire de Mitchell était prédateur. Je veux que vous rédigiez un Nouveau Testament avec effet immédiat. Tout ira à des œuvres caritatives. Les organisations du Saint Judas Wounded Warrior Project que Jennifer méprise. Elle ne reçoit rien. Mitchell, c'est de la folie. Vous parlez de simuler votre propre mort. Je parle de survie. Ils pensent jouer aux échecs avec un concessionnaire automobile de banlieue. Ils sont sur le point d'apprendre qu'ils ont affaire à quelqu'un qui a passé 8 ans à mener des opérations psychologiques contre les inventeurs du jeu. Annette resta silencieuse un long moment. Que me faut-il? Une couverture juridique pour la suite et un alibi si quelqu'un me demande où j'étais aujourd'hui. Cet après-midi-là, Mitchell mit à exécution la première phase de son plan. Il visita chacune de ses concessions, s'assurant d'être vu par plusieurs témoins. À la concession du centre-ville, il fit mine de rester tard, travaillant à son bureau jusqu'à 21h, heure à laquelle la plupart des employés étaient rentrés chez eux. À 21h15, il appela Tyler depuis son téléphone professionnel. Papa. Maman a dit que tu travaillais tard. Changement de programme. Je rentre maintenant. Par le chemin habituel. Mitchell marqua une pause. Tyler, je veux que tu saches malgré tout que je t'aime. Souviens-toi de ça. Papa, tu me fais peur. Quoi? Mitchell raccrocha. À 21h30, il était dans son camion, suivant son itinéraire habituel. Mais au lieu de continuer tout droit à l'intersection du quartier industriel, il tourna à gauche dans le dédale d'entrepôts abandonnés. Phil West l'attendait avec un deuxième véhicule et un sac de sport. Poche de sang dans la cabine. À distance. Un engin incendiaire dans le compartiment moteur. Phil a rapporté, cette chose brûlera très fort et rapidement une fois déclenchée. Tu es sûr de toi? J'en suis sûr. Mitchell sortit de son camion, activa les sachets de sang et en répandit le contenu sur le siège conducteur et le tableau de bord. Donnez-moi 10 minutes pour dégager la zone. Alors que Mitchell s'éloignait dans la berline banale de Phil, il déclencha l'engin incendiaire. Dans son rétroviseur, son camion prit feu et brûla pendant des heures, anéantissant toute possibilité d'analyse médico-légale. À 23h, il était au chalet de Phil, surveillant les scanners de la police et les flux d'informations locales. L'affaire éclata à minuit. Le véhicule de l'éminent homme d'affaires Mitchell Becker fut retrouvé incendié dans le quartier industriel. Des traces de sang suggèrent un acte criminel. La police enquête sur un possible carjacking. À minuit 30, le téléphone jetable de Mitchell, différent de celui de Tyler, sonna. C'est fait? La voix de Jennifer, haletante d'excitation. Brian Hagen répondit, net comme un sou. Les camions brûlaient toujours. La police pense à un carjacking aléatoire. Personne ne veut dire qu'ils passeront des semaines à fouiller la rivière, et la police ne fera pas le lien avec nous. Comment le pourrait-il? J'étais à Atlantic City toute la nuit. J'ai des reçus d'hôtel et la surveillance du casino pour le prouver. Ton alibi est solide aussi. Et Tyler? Le gamin ne connaît pas les détails. Pour lui, son père s'est fait braquer par des criminels. Il est en deuil, mais il s'en remettra. Jennifer a ri. Vraiment ri. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire que c'est enfin fini. Quand pourrons-nous accéder au compte? Le certificat de décès prend environ une semaine. Ensuite, on encaisse et on disparaît. Costa Rica, nous voilà. À la fin de l'appel, Mitchell sentit les derniers vestiges de son ancienne vie s'éteindre.
sa femme célébrait son meurtre. Son fils était complice de sa mort. Tout ce qu'il avait construit, tout ce en quoi il croyait n'était que mensonge. Mais Mitchell Becca n'était pas mort. Et ceux qui pensaient l'avoir tué allaient découvrir ce qu'était la véritable terreur. La traque allait commencer. Chapitre 4. Recueillir des renseignements. Pendant 3 jours, le monde entier a cru Mitchell Becca mort. Les médias locaux ont relayé l'information. Ces concessionnaires ont publié des communiqués exprimant leur choc et leur chagrin, et les funérailles étaient en préparation. Depuis sa cachette, Mitchell observait la scène avec un détachement glacial. Utilisant le matériel de surveillance fourni par Phil pour sa propre cérémonie funéraire, Jennifer jouait parfaitement la veuve endeuillée, vêtue de noir, s'essuyant les yeux avec des mouchoirs en papier, recevant les condoléances d'amis et de partenaires. Tyler se tenait à ses côtés, sincèrement bouleversé par ce qu'il croyait être la mort réelle de son père. La culpabilité du garçon était inscrite sur son visage. Il pensait que ces informations avaient mené à un véritable meurtre. Mais Mitchell apprenait des choses qui le faisaient bouillir de rage. Grâce aux microphones directionnels et aux caméras cachées que Phil avait installées autour de sa maison, il a découvert l'ampleur de leur trahison. L'assurance vie à elle seule s'élève à 2 millions, a confié Jennifer à Brian lors d'une de leurs conversations téléphoniques, sans compter les évaluations de l'entreprise, la maison, les comptes d'investissement. On parle de près de 8 millions au total. Et le jeune Tyler reçoit son financement universitaire, et c'est tout. Une fois. On est au Costa Rica, il peut se débrouiller seul. Le rire de Brian était dur. Froid, ma puce. J'aime ça chez toi. Mitchell a également appris le passé de Brian grâce au contact de Phil. Brian Hagen était un ancien policier reconverti en détective privé qui avait perdu son permis pour falsification de preuves. Il travaillait désormais comme intermédiaire pour de riches clients qui avaient besoin de faire disparaître leurs problèmes définitivement. Jennifer l'avait rencontré 6 mois plus tôt lorsqu'elle l'avait engagé pour enquêter sur les affaires de Mitchell, cherchant des arguments pour un divorce lucratif. Au lieu de cela, ils ont découvert quelque chose de plus lucratif. Mitchell valait plus mort que divorcé. L'étendue de l'implication de Tyler est devenue plus claire grâce aux conversations enregistrées. Le garçon leur fournissait des informations depuis des mois, croyant aider sa mère à rassembler des preuves pour une procédure de divorce. Il n'avait eu aucune idée du complot de meurtre jusqu'à la dernière semaine. Et à ce moment-là, il était trop terrifié et complice pour reculer. Mais la découverte la plus importante de Mitchell est venue de Wayne Tuttle, l'associé criminel de Brian qui avait aidé à orchestrer le faux carjacking. Wayne était cocaïnomane et joueur. Brian l'utilisait pour des exercices de musculation. Grâce à une surveillance minutieuse, Mitchell apprit que Wayne était censé être celui qui avait tué Mitchell, mais Brian avait décidé de s'en occuper personnellement pour éviter les ennuis. Wayne l'ignorait. Il pensait que Brian s'était dégonflé et avait engagé des tueurs professionnels. Cette paranoïa faisait de Wayne un maillon faible potentiel de leur opération. Le 4e jour, Mitchell lança sa contre-offensive. Il contacta d'abord anonymement l'agent de probation de Wayne, fournissant des preuves photographiques de sa consommation de drogue et de ses liens avec des criminels notoires. Wayne fut arrêté en quelques heures, créant des fractures de stress au sein de l'organisation de Brian. Ensuite, Mitchell commença à hanter psychologiquement Jennifer et Brian. Utilisant sa connaissance de leurs habitudes, il laissa des signes subtils de leur surveillance. Une tasse de café bougea sur la table de la cuisine de Jennifer pendant qu'elle prenait sa douche. L'alarme de la voiture de Brian se déclencha à plusieurs reprises pendant la nuit. Des fleurs fraîches apparurent sur la tombe de Mitchell. Malgré la fermeture du cimetière après les heures d'ouverture, la pression psychologique commença à se faire sentir. Jennifer se mit à boire davantage, sautant à l'ombre. Brian installa des caméras de sécurité supplémentaires autour de son appartement, mais l'armée de Mitchell se mit à les surveiller. Son entraînement lui a permis d'échapper à la détection tout en maintenant une surveillance. Pendant ce temps, Mitchell constituait son équipe. Grâce au réseau juridique d'Annette, il a contacté Monica Dickinson, la sœur de Jennifer. Monica avait toujours soupçonné Jennifer de tromperie, mais n'avait aucune preuve. Lorsqu'Annette l'a approchée avec des preuves de la liaison et du complot de meurtre, Monica a été horrifiée, mais prête à aider. Jennifer s'est toujours crue plus intelligente que tout le monde, a confié Monica à Mitchell lors d'une réunion sécurisée au bureau d'Annette. Même enfant, elle manipulait les situations pour obtenir ce qu'elle voulait. Mais le meurtre ?
Je n'aurais jamais imaginé qu'elle irait aussi loin. Monica accepta d'être la source privilégiée de Mitchell, fournissant à Jennifer de fausses informations tout en lui faisant part de l'état d'esprit et des projets de sa sœur. La recrue la plus précieuse de Mitchell était Roman Minet, un ancien agent des forces spéciales qui travaillait désormais dans la sécurité privée. Roman avait été recommandé par Phil, et ses compétences particulières étaient exactement ce dont Mitchell avait besoin pour la phase suivante de son plan. « Vous voulez que je les kidnappe ?» demanda Roman lors de leur briefing. « Pas kidnapper, déménager. Il y a une différence. » Mitchell étala les plans architecturaux d'un entrepôt abandonné qu'il avait acheté via des sociétés écrans. « Je veux qu'ils soient isolés, mais pas suspects. Ils doivent venir de leur plein gré. » Quel est le calendrier pour bientôt? Jennifer s'inquiète et Brian commence à soupçonner que Wayne pourrait parler. Ils voudront accélérer leur stratégie de sortie. Comme interpellé par les paroles de Mitchell, son équipement de surveillance capta un appel téléphonique paniqué entre Jennifer et Brian. L'avocat de Wayne pose des questions, dit Brian. Il veut savoir où se trouvait Wayne la nuit de la mort de votre mari. Nous devons avancer notre chronologie. Quand? Demain soir. J'ai réservé un bateau. On ouvre les comptes en banque demain matin, on transfère tout sur des comptes offshore, puis on prend l'avion pour le Costa Rica à minuit. Et les funérailles? On s'attend à ce que je le fasse. Les funérailles. Mari décédé, veuve en deuil, peu importe. On sirotera des mojitos pendant qu'ils descendront un cercueil vide. Mitchell sourit sombrement en écoutant. Parfait. Ils allaient s'enfuir, ce qui signifiait qu'ils seraient isolés et vulnérables pendant la transition. Il était temps de déclencher son piège. Il passa un dernier appel au téléphone jetable de Tyler, sachant que le garçon souffrait de la mort de son père depuis des jours. Tyler, voici ton père. Le silence dura près de 30 secondes. Quand Tyler parla enfin, sa voix n'était qu'un murmure. Papa, mais tu es mort. J'ai vu les infos. Le camion. Je suis bien vivant, fiston. Et il faut qu'on parle. Chapitre 5. Le piège est tendu. Les mains de Tyler tremblaient alors qu'il se rendait à l'endroit indiqué par Mitchell, un parking couvert du centre-ville, niveau 3, section C. Son père était censé être mort, brûlé vif dans son camion 4 jours plus tôt. Pourtant, la voix au téléphone était incontestablement celle de Mitchell, calme et posée comme toujours. Mitchell attendait dans l'ombre entre deux piliers de béton, regardant Tyler arriver dans sa Honda cabossée. Le garçon avait l'air hagard, les yeux rougis par les larmes. La culpabilité se lisait sur chaque trait de son visage. Bien. La culpabilité le rendrait malléable. Papa, résonna la voix de Tyler dans le garage vide. Mitchell s'avança dans la lumière. Tyler recula en titubant, son visage oscillant entre le choc, le soulagement et la terreur. Tu es vivant. Seigneur. Tu es vivant. Tyler s'avança vers lui, puis s'arrêta. Mais le camion, le sang, comment s'asseoir, Tyler? Mitchell désigna un rebord en béton. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Pendant l'heure qui suivit, Mitchell exposa tout ce qu'il savait. Le visage de Tyler pâlit progressivement en apprenant le passé criminel de Brian, le complot et les véritables intentions de Jennifer. Elle allait te tuer aussi, conclut Mitchell. Une fois l'argent en poche, Brian ne laisse pas de témoin. Tyler enfouit son visage dans ses mains. Je n'ai jamais voulu ça. Je pensais que c'était juste une question de divorce, que maman obtienne un accord équitable, mais tu savais pour le projet de meurtre. Tu ne me l'as avoué qu'à la toute fin. Brian m'a pris à part la veille et m'a dit qu'il y avait eu un changement de plan. Il a dit que ça ressemblerait à un accident, que tu ne souffrirais pas, j'allais te prévenir, je te le jure, mais j'ai pris peur et tu as préféré l'instinct de survie à la vie de ton père. Ces mots frappèrent Tyler comme des coups. Il leva les yeux vers Mitchell avec un air désespéré. Je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais je ferai tout pour réparer les dégâts. Tout. Mitchell observa attentivement son fils adoptif. Le garçon était brisé, sincèrement plein de remords et totalement sous son contrôle. Parfait. Voilà ce qui va se passer, dit Mitchell. Jennifer et Brian prévoient de s'enfuir demain soir. Ils me croient mort, ce qui nous donne un avantage. Tu vas m'aider à tendre un piège. Quel genre de piège? Le genre qui les oblige à payer pour ce qu'ils ont fait.
La voix de Mitchell était glaciale. Mais Tyler, comprends bien ceci. Ta participation ne te garantit pas le pardon. Elle pourrait te garantir la survie. Tyler hocha la tête d'un air misérable. Que veux-tu que je fasse? Mitchell expliqua le plan. Demain après-midi, Tyler dirait à Jennifer qu'il avait été contacté par quelqu'un prétendant avoir des informations sur le meurtre de Mitchell. Un mystérieux appelant qui avait été témoin du carjacking et voulait vendre ses informations au plus offrant, à la police ou à la famille de Jennifer. Tu organiseras un rendez-vous pour demain soir à l'ancien entrepôt de Riverside. District. Dites-lui que ce témoin exige 50 000 $ pour son silence et qu'il ne traitera qu'avec les membres de sa famille, c'est-à-dire elle et vous. Et si elle amène Brian? Elle le fera. Brian ne la laissera pas aller seule rencontrer un témoin potentiel. C'est exactement ce sur quoi je compte. Tyler avait l'air perplexe. Mais papa, s'il prévoit de quitter la ville demain soir de toute façon, pourquoi se soucierait-il d'un témoin? Mitchell sourit. Mais il n'y avait aucune chaleur dans ses paroles. Parce que je vais leur faire croire que ce témoin a des informations qui pourraient les faire tomber même au Costa Rica. Des informations sur leurs comptes offshore, leurs nouvelles identités, leur échappatoire. Le plan était élégant dans sa simplicité. Jennifer et Brian arriveraient au lieu de rendez-vous en pensant avoir affaire à un témoin opportuniste qu'ils pourraient acheter ou éliminer. Au lieu de cela, ils se retrouveraient confrontés à un homme qu'ils croyaient mort. Que leur arriverait-il ensuite? Demanda doucement Tyler, ça dépend de leur coopération. Tyler déglutit difficilement. Et moi, qu'est-ce qui m'arriverait? Mitchell se leva, baissant les yeux vers le garçon qui les avait aidés. Planifier son meurtre. Tu survivras, mais Tyler, après demain soir, c'en sera fini. Je veillerai à ce que tu aies assez d'argent pour finir tes études et commencer ta vie, mais tu le feras loin de moi. Nous ne sommes plus une famille. Ces mots bouleversèrent Tyler plus que n'importe quelle punition physique. Il se mit à pleurer, de gros sanglots qui résonnèrent dans le garage. Je suis désolé, papa. Je suis tellement désolé. Être désolé ne ramène pas la confiance, fiston. Être désolé n'efface pas une trahison. Mitchell se tourna pour partir. Appelle ta mère. Fixe un rendez-vous. Et Tyler, si tu me trahis encore, Roman Minet sera la dernière personne que tu verras. Ce soir-là, Mitchell finalisa ses préparatifs. L'entrepôt qu'il avait choisi était parfait, isolé, avec de multiples points d'entrée et de sortie, et entièrement insonorisé. Roman l'avait équipé de lumière, de caméras et de systèmes de retenue. Phil avait fourni du matériel de sécurité supplémentaire et serait en réserve. Annette avait préparé les documents juridiques transférant tous les biens de Mitchell à une fiducie irrévocable, avec des instructions précises pour comment Jennifer et Brian seraient traités légalement après la confrontation de demain soir. Plus important encore, Mitchell s'était préparé psychologiquement à ce qui allait arriver. Il avait passé des années dans des zones de combat, mais là, c'était différent. C'était personnel. C'était familial. À l'aube, il reçut l'appel qu'il attendait. Papa. La voix de Tyler tremblait. C'est fait. J'ai appelé maman il y a 1 heure. Elle amène Brian à la réunion ce soir à 22 h. Ils ont peur. Vraiment peur. Brian a posé beaucoup de questions sur ce que ce témoin pourrait savoir. Bien, Tyler. Après ce soir, disparaît un moment. Va chez un ami. Pars en voyage. Peu importe. Ne sois pas là où Jennifer ou Brian pourraient te chercher, car ils seront furieux en réalisant que c'était un piège. Mitchell resta silencieux un long moment, car il ne chercherait plus jamais personne. La ligne fut coupée, laissant Tyler seul avec la prise de conscience croissante que son père, l'homme qui l'avait aidé à trahir, était sur le point de faire quelque chose qui allait changer leur vie à jamais. Alors que la nuit tombait dans la ville, Mitchell Becca se préparait pour le dernier acte de son jeu mortel. Demain, le monde apprendrait ce qui s'était passé quand quelqu'un avait tenté de tuer un homme qui avait passé sa vie à apprendre à survivre. Chapitre 6. Premier montage. Jennifer passa la journée à arpenter l'appartement de Brian comme un animal en cage, fumant comme une folle et vérifiant son téléphone de manière obsessionnelle. Le mystérieux témoin décrit par Tyler semblait dangereux. Quelqu'un qui prétendait avoir vu le visage de Brian pendant le carjacking et de nouveaux détails que seul le tueur connaîtrait. On devrait partir maintenant, insista TL pour la 10e fois. Oubliez la réunion.
Oubliez le témoin. On a assez d'argent pour disparaître. Brian nettoyait méthodiquement son pistolet de calibre 445, celui qu'il avait prévu d'utiliser sur Mitchell avant de décider que le faux carjacking serait plus convaincant et de passer le reste de nos vies à regarder par-dessus notre épaule. Hors de question. On s'occupe de ce témoin ce soir, définitivement. Ensuite, on sera libre. Et si c'était un piège? Tendu par qui? Ton mari est mort. Le gamin pense que c'était des criminels au hasard et que personne d'autre ne sait rien. Brian a claqué le clip dans son pistolet. Nous allons endurer rapide. 50 grands pour le fermer ou une balle s'il devient gourmand. Jennifer le regarda charger des munitions supplémentaires dans les poches de sa veste. Brian, peut-être que nous devrions y penser. Bébé, j'y ai pensé toute la journée. Ce témoin est la seule fin lâche. Une fois qu'il est manipulé, nous sommes gratuits à la maison. Brian a rapproché Jennifer, l'embrassant à peu près. Croyez-moi. Après ce soir, nous commençons notre nouvelle vie avec des mains propres. À 21h30, ils se sont rendus au quartier de l'entrepôt de Riverside dans le SUV modifié de Brian. La zone était des friches industrielles, des bâtiments abandonnés, des terrains vides et aucun témoin pour des kilomètres, parfait pour faire disparaître les problèmes. La nervosité de Jennifer augmentait alors qu'ils naviguaient dans les rues sombres. Tyler a dit, construire 47. Êtes-vous sûr que c'est vrai? Le GPS dit que nous sommes proches. Brian a vérifié son rétroviseur pour la 20e fois. N'oubliez pas, nous entrons ensemble. Gardez la réunion courte et ne laissez pas ce gars se mettre à l'aise. Ils ont trouvé le bâtiment 47 à la fin d'une seule porte d'impasse. C'était une structure en briques de 3 étages avec la plupart de ses fenêtres à bord. Et gardez votre main sur le pistolet de secours que je vous ai donné. Ils se sont approchés du bâtiment avec prudence. À l'intérieur, ils ont trouvé une petite zone de réception avec des sols en béton et des lumières fluorescentes fredonnant au-dessus. Le deuxième étage s'est ouvert dans une grande pièce qui avait été un plancher d'usine. Table à cartes avec une enveloppe de manille et une bouteille d'eau. Bonjour, cria Brian. Nous sommes là pour la réunion. Veuillez prendre des sièges, est venue une voix de haut-parleur montée au plafond. Monsieur Hagen, Madame Wicks, merci d'être venus. Jennifer et Brian ont échangé des regards. La voix a été déformée électroniquement, impossible à identifier. Qui diable êtes-vous? A demandé Brian, sa main se déplaçant vers son arme. Quelqu'un qui sait exactement ce que vous avez fait il y a 4 nuits. Brian. Prétendre avoir assisté au meurtre de mon mari, a déclaré Jennifer, essayant de projeter la confiance. Qu'avez-vous vu exactement, leur visage? Dans. À l'origine, 50 000 $ pour mon silence. Mais plus j'en apprenais sur vous deux, plus cette situation est devenue intéressante. Signifiant quoi? Cela signifie que Mitchell Baker n'est pas vraiment mort, et vous deux êtes sur le point de découvrir ce qui se passe lorsque vous essayez de tuer quelqu'un plus intelligent que vous. Les lumières se sont soudainement coupées, plongeant la pièce dans l'obscurité absolue. Jennifer a crié alors que le son de plusieurs pas résonnait autour d'eux. L'éclairage d'urgence a donné un coup de pied dans un instant plus tard, se baignant tout en rouge infernal. 3 hommes en équipement tactique étaient apparus dans la salle, les visages couverts, les armes tirées. Mais c'est la 4e figure qui a fait le gel de Jennifer de sang. Mitchell Baker est sorti de l'ombre, très vivant, portant des gilets pare-balles et portant un fusil d'assaut avec une précision militaire. « Bonjour, chérie, dit-il à Jennifer, sa voix silencieuse et mortelle. « Mademoiselle moi ?» Le pistolet de Brian était à mi-chemin de son étui lorsque l'opérateur tactique le plus proche l'a rabaissé avec un tasé. Il a convulsé sur le parquet en béton, ses armes qui tournent. Jennifer a essayé de courir mais a trouvé les sorties bloquées. Elle recula contre le mur, tremblant de façon incontrôlable. « Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Tu es mort. J'ai vu le camion. Le sang? Oh, il y avait du sang, a dit Mitchell. Juste pas le mien. Tu serais étonné de ce que tu peux accomplir avec du sang de porc et une compréhension fondamentale de la science médico-légale. Brian grogna alors que le choc électrique s'est épuisé. Affaire, votre meurtre et vos plans d'évacuation m'ont également parlé des informations qu'il vous a nourries depuis des mois. Sur moi? Même vous laissez penser que vous avez réussi. Brian a lutté contre ses contraintes. Tu es un bâtard fou. Cet enlèvement.
Lorsque les flics le découvrent, les flics pensent que je suis mort, Brian. Ils ne me cherchent pas. Mitchell se pencha jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres de celui de Brian. Et quand ils trouveront mon corps, ce qu'ils finiront par faire, les preuves médico-légales montreront que Mitchell Becca a été assassiné par Brian Hagen et Jennifer Weeks dans un vol bâclé. Qu'est-ce que cela signifie? Mitchell sourit. Et pour la première fois de sa vie, Jennifer a compris à quoi ressemblait le vrai mal. Cela signifie, Brian, que vous allez avouer me tuer. Vous allez fournir des détails seuls que le tueur le saurait. Vous allez conduire la police à l'endroit où vous avez caché mon corps. Mitchell se tenait, sa voix se refroidir. Et puis vous allez mourir dans un accident tragique avant de pouvoir résister à un procès. La pièce se tait à l'exception du bourdonnement de l'éclairage industriel. Jennifer et Brian regardèrent Mitchell, comprenant enfin qu'il ne traitait pas avec un concessionnaire automobile de banlieue. Il faisait face à quelqu'un qui avait passé des années à apprendre à briser les gens professionnellement. Bien sûr, Mitchell a poursuivi, si vous préférez l'alternative, nous pouvons en discuter aussi. Quelle alternative? Jennifer murmura, vous pouvez tout me dire, chaque détail de votre plan, chaque personne impliquée, chaque dollar que vous avez volé ou prévu de voler. Vous pouvez signer des confessions en prenant l'entière responsabilité de la tentative de me tuer. Et vous pouvez accepter les conséquences que j'ai conçues pour vous. Et si nous le faisons, Mitchell smile. Cry. Jennifer et Brian étaient des banlieues choyées qui n'avaient jamais fait de pression réelle dans leur vie. Ils se briseraient en quelques heures. L'entrepôt avait été préparé méthodiquement, des zones de détention séparées pour chaque prisonnier, enregistrant des équipements pour documenter leurs confessions et des insonorisations qui contiendraient des cris. Roman Minet et son équipe ont maintenu une distance professionnelle, suivant les ordres de Mitchell avec une précision militaire. Brian a d'abord été dépouillé de ses sous-vêtements et fixé sur une chaise en métal dans une pièce en béton allumée par une seule ampoule. Il a essayé de maintenir son défi pendant exactement 43 minutes. Je veux un avocat, a-t-il répété pour la 12. C'est une détention illégale. Lorsque le FBI le découvre, Brian, Mitchell s'est interrompu calmement. Le FBI pense que je suis mort. La police locale pense que je suis mort. Ma propre femme a célébré mon meurtre. En ce qui concerne le monde, vous avez réussi à me tuer. Il se pencha en avant, les mains jointes. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que vous êtes fou. Cela signifie que Mitchell a continué comme si Brian n'avait pas parlé. C'est légalement parlant, je n'existe plus. Les hommes morts n'enlèvent pas les gens. Les morts ne commettent pas de crimes. Ce qui soulève une question intéressante. Que arrive-t-il à quelqu'un qui est tué par un mort? La pression psychologique était implacable. Mitchell avait beaucoup étudié le profil de Brian. Ancien flic corrompu. Dépendance au jeu, papa provient d'une enfance abusive. Chaque faiblesse était un point de pression à exploiter. Jennifer est dans la pièce voisine. Vous savez, Mitchell a mentionné avec désinvolture une heure plus tard. Roman lui explique qu'elle a le choix. Coopérer pleinement ou regarder ce qui arrive à l'homme pour lequel elle a trahi sa famille. Elle ne se brisera pas, a déclaré Brian. Mais sa voix manquait de conviction. Brian, elle m'a trompé depuis 6 mois et a aidé à planifier mon meurtre. Qu'est-ce qui vous fait penser exactement qu'elle est fidèle à quelqu'un d'autre qu'à elle-même? Comme si elle était invoquée, la voix de Jennifer résonnait à travers des haut-parleurs dans la chambre de Brian, sanglotant, terrifié, mendiant la miséricorde. S'il vous plaît, je vais vous dire tout. Ne me blessez pas, s'il vous plaît. Mitchell, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Le visage de Brian est devenu blanc. Ce n'est pas qu'elle ne serait pas ce qui ne vous trahirait pas pour se sauver? Mitchell gloussa, Brian. Elle a trahi un mari de 22 ans et un fils qu'elle a élevé de l'enfance. Qu'est-ce qui vous rend spécial? La guerre psychologique s'est poursuivie pendant des heures. Mitchell a alterné entre une conversation raisonnable et une intimidation du froid, décomposant lentement les défenses mentales de Brian. Il a joué des enregistrements des confessions de Jennifer. En fait, Roman interrogeant une pièce vide tandis que Jennifer était inconsciente dans une autre cellule, faisant croire à Brian que son amant l'avait déjà tourné vers lui. À l'aube, Brian était brisé. Je vais te dire ce que tu veux savoir, murmura-t-il, sa voix en criant des dénis. Faites juste l'arrêt. Parlez-moi du complot de meurtre. Dès le début, la confession de Brian était complète et accablante.
Jennifer l'avait embauché il y a 6 mois pour enquêter sur les transactions commerciales de Mitchell, dans l'espoir de trouver des preuves de affaires ou de l'importance financière pour la procédure de divorce. Au lieu de cela, ils avaient commencé une affaire. Et Jennifer avait réalisé qu'elle obtiendrait plus d'argent en tant que veuve qu'en divorce. Elle a dit que Mitchell valait 8 millions de morts, peut-être la moitié de cela dans un divorce. Brian sanglotait. Elle voulait qu'il soit parti en permanence. Et l'implication de Tyler. L'enfant était notre source intérieure. Jennifer l'a convaincu que c'était juste pour la recherche en divorce, les horaires, les réunions, les informations commerciales. Il n'avait aucune idée du plan de meurtre jusqu'à la semaine dernière. Quand a-t-il appris le meurtre? 3 jours avant de le retirer et je lui ai dit qu'il y avait eu un changement de plan. Dit que son père aurait un accident, mais ne souffrirait pas qu'il a paniqué, mais à ce moment-là, il était trop profond pour reculer. Et après ma mort, Jennifer hérite de tout. Nous liquidons les actifs, transférons l'argent offshore et disparaissons au Costa Rica. Tyler obtient son fonds universitaire, et c'est tout. Nous le laissons derrière. Mitchell a enregistré chaque mot, documentant la conspiration dans des détails atroces. La confession de Brian serait légalement sans valeur devant le tribunal, obtenue sous la contrainte et par quelqu'un qui était légalement mort, mais Mitchell n'avait pas l'intention d'utiliser les tribunaux. L'interrogatoire de Jennifer était différent. Lorsque Brian a répondu à l'intimidation, Jennifer s'est effondrée sous manipulation de culpabilité. Mitchell avait élevé Tyler depuis 3 ans. Jennifer lui avait donné naissance et l'avait regardé grandir. La maternité était son point faible psychologique. Il a 18 ans, Jennifer, dit doucement Mitchell en s'asseyant dans sa cellule, portant toujours la robe noire de son service commémoratif. Tyler est à peine adulte, et vous l'avez utilisé pour aider à planifier le meurtre de son père. Quel genre de mère fait ça? Je n'ai jamais voulu que Tyler soit impliqué, a-t-elle pleuré. C'était l'idée de Brian. Je lui ai dit que nous devrions en laisser Tyler. La dépendance au jeu est un fétiche de violence. Je me sentais comme un étranger dans mon propre mariage, alors vous avez décidé de me tuer plutôt que de demander un divorce. Brian a dit qu'un divorce prendrait des années et coûterait des centaines de milliers de frais juridiques. L'horreur de ce qu'elle a fait a finalement été la justice à la fin des 2 conspirateurs, il y avait des informations sur leur complot. Les murs opposés de la salle principale, forcés de se regarder tandis que Mitchell a expliqué leur sort. Vous sera dit que vous avez violé les conditions et a fui l'État. Jennifer, vos amis et votre famille apprendront que vous avez subi une rupture mentale après ma mort et que vous vous êtes enregistré dans un établissement psychiatrique privé. Pour combien de temps? Jennifer chuchota. Pour le reste de votre vie, Mitchell a répondu en fait. Vous vouliez que je ne puisse profiter de 8 millions de dollars au Costa Rica. Au lieu de cela, vous allez passer le temps qui vous reste à apprendre à quoi ressemble le vrai enfer. Vous ne pouvez pas nous garder ici pour toujours, Brian a protesté chaque semaine. Quelqu'un viendra chercher. Qui? Brian, tu es ex-cop sans famille et un casier judiciaire. Votre seul ami était Wayne Tuttle qui est de retour en prison. Jennifer, vous avez dit à tout le monde depuis des semaines que vous avez besoin de temps seul pour pleurer. Monica pense que vous visitez un conseiller en deuil dans un autre état. Mitchell marchait entre eux, sa voix calme et conversationnelle. Vous voyez, j'ai eu des mois pour planifier cela pendant que vous pensiez que vous planifiez ma mort. Chaque détail a été pris en compte. Chaque extrémité lâche a été attachée. Et Tyler? Demanda Jennifer désespérément. Tyler a fait son choix quand il a choisi pour vous aider au lieu de m'avoir averti. Il est vivant. Il a de l'argent pour l'université et il sait plus jamais me traverser. C'est plus miséricorde que l'un d'entre vous ne le mérite. Mitchell s'arrêta devant eux. Son expression illisible. Vous vouliez savoir ce qui se passera ensuite. Demain, nous commençons vos études en conséquence. Vous apprendrez ce que cela fait d'être complètement impuissant. Pour que votre sort soit contrôlé par quelqu'un qui vous a essayé de détruire. Il s'est tourné vers la sortie, puis s'est arrêté. Oh, et une chose de plus. Vous avez beaucoup de temps. Mitchell les a laissés seuls dans l'obscurité, Jennifer et Brian ont fait face à la réalisation croissante que leur cauchemar se fait. Le calcul. Et implacable, calculé pour les briser complètement sans laisser de preuves physiques qui pourraient être remises en question plus tard. Ils ont été conservés dans des cellules séparées la plupart du temps, autorisés ensemble uniquement pendant les séances d'éducation,
où Mitchell les a forcés à affronter toute la portée de leur trahison. Il les a fait. Regardez des enregistrements de la ventilation de Tyler lorsqu'il a appris le complot de meurtre. Il a joué audio de leurs propres appels téléphoniques, leur permettant d'entendre leurs discussions occasionnelles sur l'élimination du corps de Mitchell et la célébration de leur héritage. Saviez-vous que Jennifer a ri quand tu lui as dit que j'étais mort? Mitchell a demandé à Brian lors d'une session. Des rires, a-t-elle dit. Dieu, je ne peux pas croire que ce soit finalement fini. Brian regarda Jennifer avec des yeux creux. Tu as ri, Brian. Elle a également demandé quand elle pouvait accéder à l'argent de l'assurance vie. Mitchell a poursuivi, il semble plus intéressé par le calendrier de paiement que si j'avais souffert. La guerre psychologique a été conçue pour les retourner les unes contre les autres, et cela fonctionnait. Après des semaines de stress, de privation de sommeil et de peur constante, leur relation se désintégrait. Tout cela est de votre faute, grogna Brian à Jennifer lors d'une session conjointe. Je gagnais beaucoup d'argent en tant qu'enquêteur privé. Vous êtes celui qui voulait que votre mari soit mort. Vous étiez celui qui a dit que le meurtre était meilleur que le divorce. Vous m'avez convaincu que nous pourrions nous en tirer parce que vous pleuriez à quel point vous étiez misérable, à quel point vous vous sentiez piégé. J'essayais de vous aider. Aidez-moi. Vous vous aidiez à 8 millions de dollars. Mitchell a regardé leur destruction mutuelle avec un intérêt clinique. Dans la guerre psychologique, la technique la plus efficace était souvent de faire se détruire les uns les autres plutôt que de les détruire directement. Mais la torture psychologique n'était que la première phase de la justice de Mitchell. La phase 2 a commencé lorsqu'il a amené Jerry Aosta, un ancien enterré de cartel qui a maintenant travaillé des contrats privés pour des personnes qui pouvaient se permettre ces services spécialisés. Le travail de Jerry n'était pas d'infliger des dommages physiques. C'était pour démontrer la facilité avec laquelle les dommages physiques pouvaient être infligés. Vous voyez, la chose à propos de la rupture des doigts, a expliqué Jerry à Jennifer pendant qu'elle regardait de ses chaînes, c'est qu'il ne s'agit pas vraiment de la douleur. Il s'agit du son. Cette petite pulpe quand le snapos. La plupart des gens se brisent mentalement la première fois qu'ils l'entendent. Il leva la main de Brian, fléchissant doucement les doigts tandis que Brian gémit. Mais nous n'allons pas vous casser les doigts aujourd'hui, Jerry a poursuivi la conversation. Aujourd'hui, nous allons simplement parler de ce que cela ferait si nous le faisions. L'impact psychologique était dévastateur. Jennifer et Brian ont été contraints de contempler la torture physique sans en faire réellement, ce qui s'est souvent révélé plus efficace que la violence réelle. L'imagination pourrait évoquer les horreurs pires que la réalité. S'il vous plaît, Jennifer a sangloté. Nous avons avoué. Nous vous avons tout dit. Que voulez-vous de plus? Qu'est-ce que je veux? Dit doucement Mitchell. Et que vous compreniez ce que vous m'avez volé. 22 ans de mariage, 18 ans de paternité, une famille en qui je faisais confiance dans ma vie. Nous ne pouvons pas rendre ça. Non, vous ne pouvez pas. Mais vous pouvez payer pour cela. Mitchell hocha la tête à Jerry, qui a produit un petit kit médical. Le docteur Aosta ici va vous aider à comprendre la douleur comme je comprenais la douleur quand j'ai réalisé que ma famille m'avait trahi. Mais au lieu de la torture physique, Jerry a administré des sédatifs qui ont laissé Jennifer et Brian conscients mais impuissants, conscients de leur environnement, mais incapables de résister ou de riposter. Agent paralytique, a expliqué Mitchell alors qu'ils étaient immobiles sur des tables médicales. Vous pouvez voir, entendre et tout ressentir, mais vous ne pouvez pas déplacer un muscle. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert votre complot. Conscient du danger, mais impuissant à arrêter ce qui arrivait à ma vie. Pendant 12 heures, ils ont été paralysés tandis que Mitchell détruisait systématiquement tout ce qu'ils avaient prévu pour leur avenir. Il leur a montré des documents prouvant que leurs comptes offshore avaient été gelés et saisis. Il a joué des enregistrements des autorités costaricaines alertées pour les surveiller dans les aéroports et les passages aux frontières. Votre nouvelle vie a disparu, leur a-t-il dit alors que les drogues se sont dissipées. Votre itinéraire d'évasion est soufflé. Votre argent est confisqué. Il ne vous reste plus rien, sauf ce que je choisis de vous donner. La phase finale de la justice de Mitchell était la plus brutale. Isolement complet et abandon. Voici ce qui se passe maintenant, leur a-t-il dit lors de leur dernière session conjointe. Vous allez être séparés en permanence. Jennifer, vous serez transférée dans un établissement privé où vous vivrez sous le nom de Sarah Collins, une femme mentalement dérangée sans famille ni amis. Vous recevrez des soins de base, de la nourriture, un abri,
des soins médicaux, mais vous passerez le reste de votre vie à savoir que tous ceux que vous aimiez croient que vous êtes mort. Jennifer a commencé à crier, un son qui résonnait les murs en béton. Brian, vous serez déménagé dans un composé du Mexique rural où vous travaillerez sur vos dettes à des personnes très impitoyables. Votre dépendance au jeu vous a rendu vulnérable aux requins seuls, et je leur ai acheté vos obligations. Vous passerez aussi longtemps que vous vivez à rembourser de l'argent que vous n'avez jamais emprunté. C'est fou, halta Brian. Vous ne pouvez pas simplement faire disparaître les gens. Je ne vous fais pas disparaître, a corrigé Mitchell. Je vous donne exactement ce que vous vouliez. Une nouvelle vie loin d'ici. Vous ne serez tout simplement pas ensemble. Vous n'aurez pas d'argent, et vous passerez chaque jour à souhaiter que vous n'ayez jamais entendu mon nom. Roman Minet et son équipe ont préparé les transferts avec une efficacité militaire. Jennifer a été sous sédation et chargée dans un véhicule de transport médical qui l'emmènerait dans un établissement psychiatrique privé du Montana, un endroit spécialisé dans les patients sans contacts extérieurs ou visiteurs de la famille. Brian a été remis à Francisco Holden, un trafiquant d'êtres humains qui dirigeait des camps de travail dans des régions reculées du Mexique. L'organisation de Francisco avait la réputation de garder les travailleurs en vie juste assez longtemps pour être rentable. Alors que les véhicules s'éloignaient dans la nuit, Mitchell se tenait seul dans l'entrepôt vide. 3 semaines de planification et d'exécution avaient entraîné une justice parfaite. Ses ennemis ont détruit, sa trahison vengea et sa nouvelle identité a sécurisé. Tyler avait été déménagé dans un collège sur la côte opposée avec suffisamment d'argent pour terminer ses études, mais des instructions claires de ne plus jamais contacter Mitchell. Le garçon vivrait, mais il vivrait en sachant qu'il avait aidé à planifier le meurtre de son père et à perdre sa famille pour toujours. Mitchell Baker était officiellement mort, son meurtre a résolu. Ses tueurs ont disparu sans trace. Mais l'homme qui a prévu et exécuté cette opération était très vivant, prêt à construire une nouvelle vie loin du paradis de banlieue qui avait caché une trahison aussi mortelle. Alors que Dawn se brisait dans le quartier industriel, Mitchell a senti quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des mois. Paix. Ses ennemis ont été détruits, sa justice était complète et son avenir était le sien. La chasse était terminée. La proie avait été consommée et le prédateur était libre de disparaître dans la vie qu'il a choisi de construire ensuite. Chapitre 9, nouveau début. 6 mois plus tard, Samuel Cross s'est assis dans un café en bord de mer à Bise, lisant sur la fermeture finale de l'affaire de meurtre de Mitchell Baker. La police locale avait déclaré Jennifer Weeks et Brian Hagen morts en contumace. Victimes de ce qui semblait être la violence du cartel près de la frontière mexicaine. Leur corps n'avait jamais été retrouvé, mais suffisamment de preuves avaient été découvertes pour convaincre les autorités qu'ils avaient été tués alors qu'ils tentaient de fuir le pays avec de l'argent volé. Samuel Cross avait 46 ans, un ancien entrepreneur militaire qui avait acheté une petite station balnéaire sur la côte des Caraïbes après avoir hérité de l'argent d'un parent mort dont personne n'avait jamais entendu parler. Il était bronzé, en forme et parlait couramment l'espagnol avec le personnel local. À ses voisins. C'était un Américain calme qui est resté seul, mais était généreux avec des organismes de bienfaisance locaux et a toujours payé ses factures en espèces. La transformation de Mitchell Baker à Samuel Cross était prévue depuis des années, bien avant que la trahison de Jennifer ne soit nécessaire. Les fausses identités étaient quelque chose que Mitchell avait appris à construire au cours de sa carrière de renseignement et de les maintenir nécessitait une attention particulière aux détails. Chaque aspect de la vie de Samuel a été soigneusement organisé. Le complexe a fourni un revenu légitime qui expliquait son mode de vie. Son histoire de fond, ancien entrepreneur militaire à la recherche de retraite pacifique, a expliqué ses compétences et ses ressources sans soulever des questions. Sa relation avec les autorités locales était cordiale mais distante, le type maintenu par des expatrios riches qui voulaient de la vie privée avant tout. L'opération Biz n'était que l'une des 3 identités établies au fil des ans. Il avait des configurations similaires en Colombie et en Thaïlande, chacune avec ses propres réseaux financiers et documents. Si Samuel Cross était jamais compromis, il pourrait disparaître et émerger ailleurs dans les 48 heures. Mais plus que la survie, la nouvelle identité représentait la liberté. Pour la première fois depuis des décennies, Mitchell a vécu sans le poids de la trahison ni le fardeau de la confiance. Il n'a répondu à personne, ne devait rien à personne et ne pouvait prendre des décisions basées uniquement sur ses propres intérêts. Le complexe était rentable et en croissance. Mitchell avait découvert qu'il aimait le secteur de l'hôtellerie. Cela lui a permis d'observer la nature humaine sans investissement émotionnel. Les invités sont venus, le personnel a travaillé et a été payé,
et personne ne s'attendait à rien de plus compliqué qu'un service efficace et des hébergements confortables. La seule ombre de sa nouvelle vie a été la nouvelle occasionnelle de Tyler. Grâce à des réseaux de surveillance soigneusement entretenus, Mitchell a appris que son ancien fils se débattait à l'université. Mauvaise note, problème de consommation d'alcool et difficulté à maintenir les relations. Le garçon souffrait clairement de culpabilité et de traumatisme sur son rôle dans le complot de meurtre. Mitchell ne ressentait rien dans les difficultés de Tyler. Le jeune homme avait fait ses choix et vivait avec les conséquences. La sympathie était un luxe. Mitchell ne pouvait plus se permettre. Le monde plus grand a continué à tourner sans Mitchell Becca. Ses concessionnaires avaient été vendus pour payer des impôts successoraux et des frais juridiques. Avec le produit destiné aux organismes de bienfaisance qu'il avait spécifié dans son testament final, sa maison de Millbrook Hills avait été achetée par une jeune famille qui n'avait aucune idée de son histoire. Le paradis de banlieue qu'il avait construit avec Jennifer avait été complètement effacé. Parfois tard dans la nuit, lorsque le complexe était calme et que les vagues des Caraïbes se sont accrochées au rivage, Mitchell se demandait s'il avait raté sa vieille vie. La réponse était toujours la même. Il a raté l'illusion de son ancienne vie, mais pas de la réalité. La réalité avait été construite sur des mensonges, soutenus par la trahison et destinée à la destruction. Mieux vaut vivre seul et ne faire confiance à personne que de construire une autre maison de cartes qui pourrait être renversée par les personnes les plus proches de lui. En cette soirée particulière, alors que Samuel Cross terminait son dîner et se préparait pour une autre soirée paisible au paradis, il a reçu un message crypté sur un téléphone que seules 3 personnes au monde savaient existait. Le message provenait d'un chasseur de filets. Tyler Lawson a trouvé mort dans son dortoir. Suicide apparent. Je pensais que vous devriez savoir. Mitchell a regardé le message pendant longtemps, puis l'a supprimé sans répondre. Tyler avait choisi son chemin il y a 18 mois lorsqu'il a décidé d'aider à assassiner son père plutôt que de l'avertir. Tout ce qui s'est passé par la suite, la torture psychologique, la destruction familiale, la culpabilité et l'isolement qu'il avait finalement tué étaient simplement la conséquence naturelle de ce choix. Mitchell s'est versé un verre de rhum cher et est sorti sur la plage. Les étoiles au-dessus des Caraïbes étaient brillantes et innombrables, un vaste univers où ces petits drames ne signifiaient rien. Quelque part dans cette obscurité, Jennifer vivait en tant que patient mental sans mémoire de son identité réactive grâce aux traitements expérimentaux des médicaments qu'elle avait reçus. Brian était mort dans un camp de travail mexicain, tué par des gardes après avoir tenté de s'échapper pour la 3e fois. Le garçon qu'il avait appelé papa pendant 18 ans était mort par sa propre main, incapable de vivre avec ce qu'il avait fait. Mitchell ne ressentait rien de tout cela. Ce n'étaient pas des tragédies. Ce sont des problèmes qui avaient été résolus en permanence. Il a terminé son rhum et est retourné vers la station, planifiant déjà les activités de demain. Un groupe de touristes allemands arrivait le matin et il avait besoin de s'assurer que leur chambre était correctement préparée. Le nouveau chef du restaurant voulait discuter de l'expansion du menu du dîner. Le bateau de plongée avait besoin d'un entretien avant les excursions de la semaine prochaine. Problème simple avec des solutions simples. Une vie sans trahison, sans famille, sans confiance. Une vie où Mitchell Becca pouvait enfin se reposer parce que l'homme qu'il était devenu avait appris la leçon la plus importante de toutes. La seule personne qui ne pourrait jamais vous trahir était vous-même. Alors qu'il verrouillait le bureau du complexe et se dirigeait dans ses quartiers privés, Samuel Cross sourit. Demain apporterait de nouveaux invités, de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Mais cela apporterait également la certitude que personne dans sa vie n'avait le pouvoir de le détruire. Il avait tué Mitchell Becca plus à fond que Jennifer et Brian auraient pu ne jamais avoir pu. Et de ses cendres, il avait construit quelque chose de plus fort, de plus froid et complètement incassable. La vengeance parfaite ne détruisait pas vos ennemis. C'était leur survivre et construire une vie qu'ils ne pouvaient jamais toucher. Samuel Cross avait réalisé exactement cela. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.